Le Canada pour recevoir un invité. C'est un homme politique qui a écrit une page de l'histoire du Burkina Faso. Il a géré la transition politique de 2015 aux premières heures avant de passer la main à Michel Kafando et de devenir par la suite Premier ministre de la transition. Yacouba Isaac Zida, président d'honneur du MPS, le mouvement patriotique pour le salut, est avec nous. Bonsoir, monsieur Yacouba Isaac Zida. Bonsoir, monsieur Guéblé. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on vous reçoit ce soir dans ce 7 Invo, dans une période assez symbolique quand même. Nous marquons l'anniversaire, nous sommes en pleine période anniversaire donc du coup d'État manqué de septembre 2015. Déjà, des nouvelles du Canada. Comment vit l'exilé politique depuis le Canada actuellement? Quel est votre quotidien? Tout d'abord, permettez-moi de saisir cette occasion que vous m'offrez pour m'incliner devant la mémoire de tous nos compatriotes qui sont tombés du fait des remous politiques, du fait du terrorisme, car comme vous le savez, depuis un certain nombre d'années, notre pays est en proie à une insécurité très grave. Je m'incline donc devant la mémoire des disparus. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés et je présente mes sincères condoléances aux familles et à l'ensemble du peuple burkinabé. Comment se présente justement le quotidien d'un exilé politique au Canada? Je me porte très bien. Alors, mon quotidien se résume à faire de la lecture, de l'écriture et bien sûr à m'entretenir physiquement. Voilà donc un peu résumé mon quotidien. Je suis, pour une bonne partie du temps, l'actualité du Burkina Faso. Vous êtes connecté sur l'actualité de votre pays. Et vous êtes au Canada, et je suppose que vous bénéficiez du statut d'ancien chef d'État, c'est bien ça? Avec tout ce que cela va avec comme avantage. Alors, vous savez dans quelles conditions j'ai quitté le Burkina, parce que je ne suis pas en vacances au Canada. Comme vous l'avez dit vous-même, je suis un exilé, parce que forcé de quitter mon pays, vu les menaces qui pesaient sur ma personne et sur ma famille. Alors, mon statut d'ancien chef d'État, évidemment, c'est un acquis. Mais quand vous parlez d'avantages, je ne sais pas de quel avantage il s'agit, puisque je n'en bénéficie d'aucun. Mais pour moi, ce n'est pas la principale préoccupation. Je pense que le Burkina Faso a beaucoup plus de problèmes à régler que les questions de statut d'ancien chef d'État. Ah bon, vous ne bénéficiez pas d'un salaire d'ancien chef d'État, votre loyer n'est pas pris en charge, le personnel de maison? Non, en tout cas à ma connaissance, non. D'accord. Alors, l'actualité aussi sur le continent, c'est bien sûr les coups d'État en Guinée, mais aussi au Mali. Depuis le Canada, comment vous analysez ces coups d'État-là? Pour certains, on pourrait les qualifier de salutaires parce qu'il était question aussi de sauver les peuples, de sauver la démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez, ces coups d'État? Un coup d'État par principe est une très mauvaise chose, en ce sens que c'est un recul sur le plan de la démocratie. Mais les coups d'État auxquels nous avons assisté récemment dans notre région, au Mali et tout récemment le 5 septembre en Guinée, sont qualifiés de coups d'État salutaires pour la simple et bonne raison que le processus démocratique lui-même était entaché d'irrégularité et remettant en cause la légitimité des autorités élues. Dès lors où ces autorités n'avaient plus aucune légitimité, le coup d'État peut être en effet considéré comme salutaire. Comme salutaire, alors, à votre avis? Maintenant, pardon? Vous saluez des coups d'État dans un pays? Évidemment, si le coup d'État vise à remettre les compteurs à zéro, à relancer le processus démocratique sur de bonnes bases, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il faut que le processus démocratique
marche sur des principes, notamment le respect de la Constitution qui est la loi fondamentale. Parce que quand la Constitution est dévoyée, lorsque elle a été manipulée pour simplement satisfaire les desiderata d'une seule personne, on ne peut plus parler de démocratie. C'est quand même étonnant, non, pour quelqu'un qui a été victime de coup d'État. On se rappelle en 2015 que vous saluez des coups d'État. Oui, mais je salue les coups d'État dans ce sens qu'ils mettent fin à un coup d'État constitutionnel. Pour 2015. Alors, oui, en 2015, ce qui s'est passé au Burkina Faso, malheureusement, c'est un coup d'État qui n'aurait jamais dû arriver. Pourquoi? Parce que nous étions dans une période de transition. Et les termes de la transition avaient été clairement déterminés par l'ensemble des composants de notre peuple. Nous étions en train d'aller vers l'organisation d'élections pour relancer notre processus démocratique. Et c'est en plein préparatif des élections qu'est intervenu un coup d'État le plus insolite. Et donc, vous avez vu la réaction de l'ensemble de notre peuple. Ce genre de coup d'État n'est pas salutaire. Ce genre de coup d'État est simplement un rêve d'une poignée de personnes qui ambitionnent, en tout cas, de prendre le pouvoir pour des fins qu'eux seuls savent. Oui, pour les initiateurs aussi, la transition était sur une voie, allait vers la dérive. Vous pouvez me dire qu'est-ce que la transition a fait qui montre que l'État est en train d'aller en dérive? Des Burkinabés ont été exclus justement dans le cadre des élections à venir, malgré des décisions des cours de justice au niveau international. Oui, mais je suis d'accord que ce que vous devez comprendre, c'est que un pays est soumis aux engagements qu'il prend vis-à-vis des autres pays. Mais avant que le pays ne puisse respecter ses engagements extérieurs, il faut d'abord que le pays puisse exister en tant que nation. Lorsque le Burkina Faso était confronté à la modification de l'article 37, tout le monde voyait que le pays était en train de sombrer. Mais ces organisations internationales dont vous parlez n'ont pas daigné rappeler à l'ordre les autorités en son temps. Alors, cela a entraîné l'insurrection populaire et bien sûr l'exclusion de tous ceux qui ont soutenu la modification de l'article 37. Oui. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. Le cas de Burkina était assez particulier. Ce n'est pas une exclusion définitive, c'est une exclusion à l'élection de 2015. Ça avait été clairement dit dans la loi. Alors, je pense qu'il n'y avait pas de mal à ce que ces personnes attendent pour se présenter en 2020 et au-delà. D'accord. Rien ne justifiait le coup d'État de 2015, en tout cas à mon entendement. Pour le cas de la Guinée, on voit justement la CEDEAO qui est montée au créneau avec le sommet extraordinaire des chefs d'État. La Guinée qui est suspendue. Non, il faut que la CEDEAO revoie un peu ses manières de faire. Parce que aussi bien la CEDEAO que l'Union africaine, tout le monde déclare qu'on est pour la démocratie. Et quand la démocratie est menacée dans un pays, ils ne montent pas au créneau, on ne les entend pas. Oui. Le protocole de l'Union africaine sur la démocratie et la bonne gouvernance, clairement, elle condamne les tripatouillages constitutionnels. Cependant, lorsque Alpha Condé modifiait la Constitution pour avoir un troisième mandat, personne n'a levé la voix. Alors si aujourd'hui, de manière hypocrite, ils condamnent la junte au pouvoir en Guinée, je pense que ça ne fait pas sérieux. Il faut que notre continent, il faut que nos pays revoient leur manière de faire si nous voulons que l'on nous prenne au sérieux. Faut-il craindre pour des pays comme la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso de telles situations? Pour le Burkina Faso, je ne pense pas, parce que à la sortie de l'insurrection populaire et
tout ce que le peuple burkinabé a exprimé comme son intention de bâtir une véritable démocratie, je ne pense pas que quelqu'un s'aventurera à modifier la Constitution pour avoir un troisième mandat. Alors, pour la Côte d'Ivoire, par contre, c'est exactement le cas de la Guinée. S'il y a aujourd'hui un coup d'État en Côte d'Ivoire, vous verrez encore des gens qui vont applaudir. Ils vont applaudir tout simplement parce qu'ils ont condamné la modification de l'article, je ne sais plus quel article, je crois 75, je ne sais plus, la modification de la Constitution qui a permis à Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat. Ils ont condamné, personne ne les a écoutés. Alors s'il y a un coup d'État, ben, je ne serai peut-être pas de ceux-là, mais en tout cas, des gens vont applaudir. Vous pensez quoi de la situation de Guillaume Soro aujourd'hui? C'est similaire à la vôtre, non? Non, c'est tout à fait différent. Nous ne sommes pas dans le même contexte. Et je n'ai jamais appelé, en tout cas, à un soulèvement quelconque au Burkina Faso. J'ai toujours condamné les dérives, en tout cas, qui pouvaient intervenir dans notre démocratie. Et je condamnerai toujours tout acte qui vise, en tout cas, à perturber notre démocratie. Donc, Guillaume Soro, tout le monde l'a vu, il a appelé, avec d'autres acteurs politiques en Côte d'Ivoire, à un soulèvement. Ce que je trouve que n'était pas une bonne chose, parce qu'en vérité, cela a entraîné des morts. Et en plus, il y a eu des velléités de déstabilisation qui ont été jugées et condamnées. Donc je pense que véritablement, si aujourd'hui Guillaume Soro est exilé, il ne faut quand même pas comparer son cas au cas de Sida. C'est pas la même situation. Il mérite son sort, vous pensez, Guillaume Soro? Non, je ne pense pas que quelqu'un mérite quoi que ce soit. En vérité, c'est regrettable. Moi, je pense qu'il aurait pu, en tant que jeune, qui s'est battu pour des causes qu'à un moment donné, en tout cas, je trouvais très nobles. Je pense qu'il aurait pu continuer de garder la patience. Il aurait pu continuer d'apprendre aux côtés des aînés. Et que même si par moment on n'est pas d'accord, de trouver la manière la plus appropriée de le faire savoir. Parce que lorsque on provoque la rupture, après, les conséquences sont parfois désastreuses. Est-ce que cette patience aussi ne vous a pas manqué vis-à-vis du pouvoir MPP? On a ouï dire que après la transition, vous avez voulu continuer à jouer les premiers rôles. Vous avez on a ouï dire que vous avez réclamé le poste de Premier ministre à l'époque. Je n'ai jamais demandé un poste quelconque. Je n'ai jamais demandé, je le répète, je n'ai jamais demandé un poste quelconque. En tout cas, pas pour moi. Je reconnais avoir demandé au président Kaboré, ou du moins, je reconnais l'avoir conseillé de nommer Barry Auguste au poste de ministre de la Sécurité. Vous avez demandé ça au président Kaboré? Ça, je lui ai demandé dans sa villa à la Padoie, je lui ai demandé. Je lui ai demandé. Et j'ai donné mes raisons. Je l'ai dit parce que le contexte sécuritaire tel qu'il est, tel que nous le leur passons, il va être difficile. Et je connais quelqu'un qui pourra continuer de rendre d'énormes services dans ce domaine. Ça, je l'ai demandé. Mais je n'ai pas demandé à être Premier ministre. Je n'ai même pas demandé à être ambassadeur. De toute façon, quand Kafando voulait signer mon décret de nomination d'ambassadeur, j'ai dit à Kafando de ne pas signer. Le décret n'a jamais été signé. J'ai dit à Kafando, vous laissez, le président Kaboré me nommera s'il veut, s'il ne veut pas, qu'il ne me nomme pas, ce n'est pas un problème. Vous pensez que je peux exiger quoi que ce soit? Non. Vous demandez aux groupes. Il n'y a pas eu de deal justement lié aux élections parce que pour certains opposants, il y a eu un deal entre les autorités de la transition et le MPP. Ça a été une transmission du pouvoir pour certains.
Non, c'est des spéculations. Vous savez, vous connaissez l'histoire politique de notre pays. Un tout bon analyste viendra et il va vous dire que le MPP était bien parti pour gagner. Moi, j'ai eu des rapports de certains... En dehors même de nos services qui faisaient régulièrement des rapports, j'ai eu des experts extérieurs que j'ai invités, qui sont venus, qui ont fait un travail, qui ont fait des rapports et qui ont dit clairement que le MPP allait gagner. Parce qu'en fait, la sociologie d'un pays ne ment pas. Vous comprenez? Les Burkinabés se sont dit que voilà, nous avons des gens qui ont de l'expérience. Certainement, à un moment donné, ils ont fauté, mais ils se sont rachetés, ils se sont excusés. Ils ont fait leur meilleur culpa. Ben, un voleur repenti vaut mieux un nouveau voleur. Vous comprenez? C'est sur cette base que les gens ont fait confiance au MPP. Tout le monde savait que le MPP allait gagner. Moi, j'ai dit ça au président Kaboulé, je lui ai dit. Je lui ai dit, si vous devenez président, je lui ai dit, vous allez devenir président du Burkina. Seulement parce que le peuple vous fera confiance. Mais si vous le devenez, œuvrez à la réconciliation nationale. Sinon, vous n'allez jamais pouvoir gouverner ce pays. Je l'ai dit. Et comment vous voyez la gouvernance aujourd'hui, justement? La gouvernance, elle est catastrophique. C'est pas moi qui le dis. Tout le monde le constate. Parce que le véritable problème, c'est que le pays a été confronté à un problème de sécurité auquel il n'arrive pas à faire face. Et vous savez très bien comme moi que sans sécurité, plus rien n'est possible. On ne peut pas parler de développement. On ne peut pas parler de programmes, de projets, de société d'une quelconque manière. Parce que tout cela nécessite un contexte sécuritaire. Malheureusement, c'est ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Oui. Est-ce que pour certains Burkinabés, il aurait fallu justement faire appel à toutes les compétences, y compris vous, en tant que militaire, mais aussi ceux qui sont en prison, notamment le général Gilbert Diengéré, de sorte à ce que toutes ces expertises puissent concourir justement à ramener la sécurité. Vous en pensez quoi? Oui, je suis d'accord avec ceux qui pensent cela, parce que de mon point de vue, le fait d'être exilé ou d'être en prison ne fait pas de quelqu'un moins un Burkinabé que les autres Burkinabés. Vrai ou faux? Être en prison ou être exilé ne veut pas dire que tu n'aimes pas le Burkina Faso. Alors, si le premier des Burkinabés estime à un moment donné qu'il a besoin de n'importe quelle compétence, nous sommes disponibles à servir le pays. Parce que si nous n'avons pas la paix, il n'y a pas de pays. Il n'y a pas de pays. Et s'il n'y a pas de pays, nous sommes tous perdants. Vous comprenez? Est-ce que vous faites des propositions dans ce sens? Je fais les propositions chaque fois que j'en ai l'occasion. Je ne cesserai jamais de donner mon point de vue sur la situation. Parce que mon plus grand souhait, c'est que ce pays retrouve la paix. Oui. C'est ce que nous devons, c'est notre responsabilité vis-à-vis des générations futures. Aujourd'hui, tous ces enfants qui ne vont plus à l'école, qui n'ont plus accès à la santé, imaginez-vous dans 15, 20 ans, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Aujourd'hui, si chacun de nous a un travail, après, à la descente, il va à la maison et il mange le riz chaud de son et puis il se repose, c'est parce qu'il y a 10, 15, il y a 20 ans, il a eu la paix, la tranquillité, la sécurité pour aller à l'école et vaquer à des occupations. Nous sommes en train de sacrifier une génération. Et c'est ça qui est le drame. Vous pensez quoi de cette réorganisation qui est en train de s'opérer au sein donc, des forces de défense et de sécurité? Un ministre délégué a été nommé, récemment promu général, M. Simporé. Mais c'est aussi une dynamique. Le président de Faso qui a repris en main justement le ministère de la Défense. Il est promu aussi d'autres mesures dans le sens donc, des changements au niveau du commandement. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Non, je salue
tous ces efforts qui ont été faits. Je trouve que cela a pris du temps. Nous avons toujours appelé à ce que l'on mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est depuis ce temps, c'est depuis 2016, on avait pris la bonne mesure de la situation et qu'on avait fait appel à ces personnes compétentes, comme le général Semporé, et qu'on leur avait donné des coups de franche pour qu'ils travaillent sérieusement. Je pense que nous ne serons pas en train de pleurer tous ces morts. Oui. Les mesures qui sont prises sont certes un peu tardives. Ça veut dire que nous avons complexifié, nous avons laissé la crise se complexifier avant d'appeler ses compétences. Malheureusement, il ne suffit pas. La situation est telle qu'aujourd'hui, le seul fait de remplacer les hommes ne va pas être suffisant. Oui, parce que la situation a atteint un degré, j'allais dire, extrêmement grave. Vous êtes pessimiste? Il faut bien au-delà des compétences. Vous êtes pessimiste? Non, je ne suis pas pessimiste. Je dis seulement qu'il faut autre chose. Il faut plus que cela. Il faut plus que le fait d'appeler des compétences. Qu'est-ce qu'il faut alors? Non, il faut, sur le plan militaire, j'ai toujours dit, il faut équiper conséquemment les hommes. Il faut réorganiser. Le renseignement ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si le président du Faso reçoit ses notes chaque matin, mais de mon point de vue, ça ne va pas. Parce que lorsque vous regardez, nous sommes toujours surpris. Nous sommes toujours surpris des événements. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons que de la réaction. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Le renseignement ne fonctionne pas. Nous devrions savoir à l'avance, les terroristes sont à tel endroit, à tel nombre, avec telle intention. Et c'est à nous de les surprendre. Vrai ou faux? Donc le renseignement ne fonctionne pas, l'équipement n'est pas en quantité, n'est pas adapté. Et en plus de cela, en plus du côté militaire, je pense qu'il faut, à un niveau stratégique, que nous œuvrons à couper les sources de financement des terroristes. Il faut œuvrer à ce que leur soutien, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit idéologique ou doctrinal, il faut arriver à couper cela. Oui. Et en plus, sur le plan national, il faut œuvrer à la cohésion sociale. On ne peut pas, un pays où les gens ne sont pas unis, quel que soit l'ennemi, même si l'ennemi est faible, il va arriver à bout de ce pays-là. Donc il faut une cohésion sociale, il faut qu'on œuvre à la réconciliation, à l'unité nationale. Et il faut que le soldat qui se bat, il faut qu'il ait le moral, il faut qu'il ait une motivation, parce que le salaire seul ne suffit pas. Pour aller mourir, personne ne meurt pour un salaire. Il faut une cause. La motivation, à votre avis, n'est pas suffisante aujourd'hui pour les hommes? Elle n'est pas suffisante, parce qu'on a l'impression qu'on dit aux soldats, écoutez, vous avez votre salaire, allez-y mourir. Non. Il faut rallumer la flamme du patriotisme. Il faut que le soldat se dise que je vais me battre pour ma patrie. Et la patrie, là, il faut que ce soit une nation unie, solidaire, à laquelle il appartient. Mais ce n'est pas une nation éclatée, désunie, où les gens se regardent en chien de faïence. Personne ne meurt pour une nation qui ne reconnaît pas la valeur du sacrifice. Alors, oui. Donc, nos soldats sont réduits à quoi? Ils sont réduits à se défendre. Ils sont dans leur détachement, ils se battent, lorsque l'ennemi vient. Hein, donc l'ennemi, il fait quoi? Il fait seulement qu'il les harcelé. Au bout de quelques harcèlements, les soldats sont fatigués, ils perdent leur attention et ils n'attendent plus que la mort. Alors que s'ils ont cette flamme du patriotisme, ils ont une motivation conséquente, ils vont aller à l'offensive. C'est qu'ils vont traquer
les terroristes jusqu'au dernier bois ou jusque derrière la dernière dune de sable pour les anéantir. Pourquoi ce n'est pas eux qui courent derrière les terroristes? Il n'y a aucune motivation. Oui. D'accord, donc des efforts à faire à ce niveau donc. Qu'est-ce que vous pensez de la situation justement du colonel Auguste Denis Barry aujourd'hui? Non, c'est regrettable parce que nous avons cru que tout était politique. Je crois que c'est parce que nous avons un pays que nous faisons de la politique. Vous comprenez? Un pays ne peut pas avoir des ressources humaines comme les Denis Auguste Barry et sur des simples suspicions ou des machinations, on les met complètement à l'écart et voilà. Oui, il y a d'autres personnes, je suis d'accord, mais écoutez, chacun a ses qualités. Vous comprenez? Chacun a ses qualités. Vous ne pouvez pas demander à un médecin de faire le travail d'Auguste Barry ou demander à Barry d'aller faire le travail d'un boulanger. Chacun connaît son travail. Il connaît, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Il faut l'exploiter, il faut le mettre au travail. Oui. D'accord. On va parler justement de la réconciliation. Le processus est en cours. Vous pensez que c'est un élément important justement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le processus est en cours. On annonce un forum pour l'année prochaine. Est-ce que vous avez été touché dans ce cadre-là? Alors pour l'instant, je suis dans la presse le déroulement du processus de réconciliation. D'abord, j'ai salué donc l'initiative du chef de l'État de nommer un ministre d'État chargé de la réconciliation nationale. Donc, j'ai suivi un peu le processus depuis le départ. Mais personnellement, je n'ai pas été approché, je n'ai pas été contacté, en tout cas de façon officielle. Donc, j'attends. Vous attendez. D'accord. On va parler purement politique. Il y a eu le rendez-vous manqué de 2020. Votre candidature a été actée. Vous avez promis de rentrer au pays, mais finalement, vous n'êtes pas venu. Pourquoi? Je ne suis pas venu parce que je voulais éviter à notre pays une crise dans la crise. Parce que si je venais, il y aurait forcément des troubles. Je ne veux pas être, en tout cas, responsable, cause qu'il y ait des troubles dans un contexte d'insécurité et dans un contexte électoral. Voilà la raison pour laquelle je ne suis pas venu. Ceci étant, il faut comprendre que ce qui a motivé ma candidature, c'est surtout parce que le pays est dans un contexte d'insécurité. Et je sais que j'ai les compétences nécessaires pour mettre fin à la souffrance de notre peuple. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'être candidat. Oui. Quand dans un pays, ça ne va pas, lorsque l'on fait face à une crise, une grave crise financière ou économique, généralement, qu'est-ce que les pays font? Ils font appel à un banquier, ils font appel à un éminent économiste, n'est-ce pas? Alors, le cas de Burkina est similaire, à la différence que notre crise n'est pas économique, mais elle est sécuritaire. Et nous avons aussi besoin de quelqu'un qui maîtrise, qui a une expertise dans le domaine. Oui. Donc, je vais vous donner l'exemple. Je vais vous donner rapidement l'exemple des États-Unis lors de la guerre froide, qui était menacée par le bloc soviétique. Les États-Unis ont confié leur destin à un ancien directeur général de la CIA, qui n'est personne d'autre que Bush père. Pourquoi? Chacun a son domaine de compétence. Donc le contexte recommandait qu'un spécialiste de la sécurité, un sécurocrate, soit au pouvoir aujourd'hui au Burkina, vous voulez dire? Je ne dis pas que c'est le seul choix qui vaille.
mais ça ne sera pas un mauvais choix. D'accord. Alors, votre parti, le MPS, le Mouvement patriotique pour le salut, après justement la présidentielle, vous avez dénoncé ces élections, mais curieusement, le MPS s'est retrouvé à la majorité présidentielle. C'est une trahison du peuple, non? Non, 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 il ne faut pas comprendre ça comme ça, parce que le fait que le MPS rejoigne la majorité est le résultat d'une longue réflexion et de longues consultations de notre base. Nous avons estimé que la situation du pays est telle que il faut aider à trouver des solutions. Ce que nous voulons au MPS, nous voulons un Burkina de paix, un Burkina de sécurité et un Burkina qui se développe. Alors, si à la fin, en tout cas après l'élection, le président Kabore a estimé qu'il peut maintenant aller à la réconciliation, nous avons vu dès la formation du gouvernement en janvier, il y a eu un ministère d'État chargé de la réconciliation. C'est un pas en avant. C'est ce que nous avons toujours demandé. Alors nous ne voyons pas quel est le mal à soutenir la majorité, afin qu'ensemble, nous puissions œuvrer à sortir le pays de la situation dans laquelle il se trouve. Vous voyez, même si j'ai des griefs personnels, en tout cas, je ne dirais pas personnels, contre le chef de l'État, tout simplement parce que j'estime que il m'a fait subir des injustices pour des calculs politiques. Mais je ne peux en aucun cas dire que je hais le chef de l'État plus que je ne hais les terroristes. Vous comprenez? Moi, je peux m'allier à tout Burkinabé pour la cause du Burkina Faso. Oui. Maintenant, vous êtes dans la majorité, mais la situation, malgré tout, on constate que les Burkinabés vivent toujours la même situation. Et puis, la situation ne fait que se dégrader davantage. Oui, est-ce que vous pensez que véritablement, le fait d'aller à la majorité vous permet d'apporter votre contribution? Oui, nous pensons que nous allons pouvoir apporter notre contribution. Ce n'est pas facile. C'est vrai que pendant longtemps, nous nous sommes combattus. Et donc, la cohabitation nécessite un temps de prudence et d'observation. Mais il faut dire qu'il va falloir, à un moment donné, briser rapidement cette glace-là et puis travailler ensemble. Nous avons, des solutions. Et c'est ce que nous mettons à la disposition de la majorité, c'est tout. D'accord. Alors, on va parler justement toujours du MPS, mais qui s'inscrit aussi dans une autre dynamique désormais, une fusion avec l'UNIPS, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste de Maître Benewinde Sankara. Quelles pourraient être les raisons? Est-ce que là, vous avez peut-être constaté que le MPS est mort-né et que très rapidement, il faut aller vers autre chose? Non, 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 le MPS a son avenir devant lui. Mais la vérité, c'est que nous sommes un parti progressiste d'obédience sankariste, tout comme l'UNIPS. Et nous nous sommes dit, alors pourquoi ne pas unir nos efforts? Si nous avons la même vision, si nous avons les mêmes objectifs, pourquoi aller en rang dispersé? Parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de se battre pour le devenir du peuple burkinabé. Il ne s'agit pas de positionner X ou Y. Pourvu que l'objectif soit atteint, que ce soit Kantampion ou un autre qui a la tête, ça ce n'est pas important. Oui. C'est pour cela que nous nous sommes mis ensemble et nous avons
aussi d'autres partis qui nous rejoignent. Et aujourd'hui, je vais encore lancer l'appel à tous les patriotes sincères et convaincus, à tous ceux qui pensent que la vision du capitaine Thomas Sankara pour notre pays était la bonne, à nous rejoindre. Qu'ils nous rejoignent dans cet élan de fusion-là, afin qu'ensemble, nous puissions œuvrer avec le peuple, que nous puissions bâtir un Burkina meilleur. D'accord. Un Burkina où les uns et les autres vivent en paix, en sécurité, en harmonie et dans de bonnes conditions matérielles. D'accord. On est presque pris par le temps. Je suppose que cette fusion aussi des forces progressistes, l'objectif aussi, c'est la perspective 2025, non? C'est bien ça? Oui. Évidemment, le nouveau parti aura son candidat qu'il va se choisir parmi tous les militants qui seront candidats à la candidature. Et ça sera certainement vous? Ah non, pourquoi je ne vous ai pas dit que je suis intéressé à être candidat en 2025? Ça ne vous intéresse pas, 2025? Je ne fais pas de la fixation sur... Ce qui m'intéresse, c'est que le Burkina soit en paix. Moi, j'ai d'autres projets, si vous voulez tout savoir. J'ai d'autres projets et je souhaite que le Burkina soit en paix, que le Burkina soit sécurisé, afin que moi, j'ai aussi l'esprit tranquille pour faire ce que j'ai à faire. Parce que tant que le matin, à mon réveil, je suis obligé de savoir ce qui se passe, s'il n'y a pas encore eu des attaques, s'il n'y a pas eu des morts au Burkina Faso avant de faire quoi que ce soit, ben, vous comprenez que c'est difficile de me déconnecter. C'est ça le plus important pour vous. Nous sommes malheureusement en fin d'émission, M. Yacouba Isaac Zida. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, M. Guébré. C'est moi qui suis reconnaissant de m'avoir invité. Merci et à bientôt. Madame, Messieurs, ça sera tout pour ce rendez-vous. Nous étions avec Yacouba Isaac Zida, président d'honneur du MPS, le mouvement patriotique pour le salut, ancien Premier ministre du Burkina Faso sous la transition. Il nous parlait depuis le Canada où il est en exil. Merci de nous avoir suivis.